Bonjour, donc je suis Michel Antony, je suis spécialiste des utopies parce que mon métier d'origine c'est historien. Je suis engagé dans le mouvement social syndical depuis bientôt 50 ans aujourd'hui. Et puis je suis plutôt sensible à ce qui est la sphère libertaire, anti-autoritaire. Et donc aujourd'hui, le débat ça va être sur le mythe du Tché. Y a-t-il quelque chose de libertaire ou était-il à son époque un méchant étatiste autoritaire? Donc c'est le thème du débat de ce soir, qui j'espère va permettre pas mal de questions. Merci Michel. Je t'en prie, c'est moi. C'est toujours bien dit qu'au niveau organisationnel, nous sommes toujours chaleureux sur l'ensemble. Donc ça fait déjà une cercle qui a pris l'ampleur depuis une heure. Et ça marche. Merci Antoine pour l'accueil et tout ça, pour le fait que tu arrives à rassembler des gens univers, c'est super sympa. Donc moi je suis historien d'origine, je suis militant surtout associatif syndicaliste maintenant, ça date trop, je ne vais pas dire depuis quand. Et puis donc je suis surtout connu pour la défense des services publics, avec d'autres dans un comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité en Haute-Saône. On avait un congrès d'ailleurs ce week-end à Mont-sur-les-Mines pour défendre les maternités, les Joules, ce mur de Lue, ce mur de Luxeuil sont menacés. On a perdu les maternités un peu partout en Franche-Comté, je pense que vous le savez. Il n'y a plus qu'une seule maternité, plus qu'un seul centre privilégié en Haute-Saône, c'est un scandale. On a 17 départements dans ce cas-là, je dis toujours ça, c'est pour montrer que la désertification du territoire, elle est totalement programmée. En même temps, il détruit les services publics, ils font la chasse aux migrants. Voilà. On est dans un régime qui est absolument de plus en plus insupportable et qui a agi de manière cachée, manipulatrice, en utilisant des mots termes, c'est la novlangue d'aujourd'hui. On nous parle de mutualité pour détruire et regrouper. On nous parle de proximité pour vider les hôpitaux. La ministre qui est venue à Lure, on y est rentré dedans, elle nous disait vous perdez tout, mais vous savez, je vais vous attribuer le label de l'hôpital de proximité. Sauf que l'hôpital de proximité, pour eux, c'est ni maternité, ni urgence, ni rien, quoi. C'est un hôpital vide, elle arrive ça comme si elle nous a un gros cadeau. Il faut vraiment être toujours à l'affût pour dénoncer ça. Et puis pour les migrants, c'est une catastrophe, quoi, Donc on est pris surtout, moi c'est pour ça que c'est le Tché, j'ai un peu laissé tomber ces derniers jours. On est sur la défense de la famille Djiriki à Lure, comme d'autres familles, ils ne sont pas les seuls, mais eux sont particulièrement emblématiques. Ça fait 6 ans qu'ils sont là. La plus petite des enfants est française, elle a 3 ans quand elle arrive ici. Elle ne parle pas albanais, elle ne sait même pas ce que c'est que l'Albanie. Lui, sans carte de séjour, il a un CDI qu'il exerce depuis 12-13 mois aujourd'hui. Demandez à la crise du chômage à trouver un CDI aujourd'hui, quoi. Et incroyable, mais vrai, le gars ne veut pas le dire, mais moi je le dis, son patron a payé hier, cash, l'aide juridictionnelle qu'on avait pas obtenue, c'est-à-dire 1 000 €. S'il n'y a pas preuve d'intégration plus ici, on va trouver moins en une. La simple collecte, on n'a pas trop appelé à la collecte, mais on a dit qu'on a des problèmes pour payer l'aide juridictionnelle, on ne savait pas tout ça. Il y a presque 2 200 € qui sont tombés hier. Ça a l'air de rien, c'est comme ça, il y a 25-26 familles qui payent la maison de ces gens. La fille a pris un truc d'excellence en collège pour l'exercice de la langue française. Et on a un prix fait, du droit dans ses bottes, c'est la loi. Voilà. En Albanie, c'est tous des mafieux, on les renvoie. Et donc, ils sont dans une angoisse insoutenable. On les a vus encore cet après-midi. C'est absolument abominable. Abominable comment on traite les gens. Ils vont signer tous les jours. Ils sont pris entre 17h30 et 19h30. Hier, on n'a même pas pu les avoir avec nous à la manif à Lure. Parce qu'en demandant avis aux ORG, ils nous a dit surtout les montrez pas. La gendarmerie va faire constat s'ils sont là. Ça va encore leur tomber dessus en plus. Donc, non seulement on leur donne aucun droit, mais on utilise le droit pour les détruire encore plus. Voilà, là c'est l'aspect schizophrène de l'État français, complètement ahurissant. C'est vrai qu'ils ont été dans une considération pour monter le dossier, c'est vrai qu'ils ont eu quelques aides au départ, c'est vrai qu'ils ont été logés, mais une fois qu'ils sont déboutés du droit d'asile, ils n'ont plus rien, et ils vivent en France 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils sont plus français que nous sur un tas de trucs, ils sont plus impliqués dans le domaine associatif que la plupart des Français du secteur, ils sont plus sensibles à ce que représente notre culture, et ils sont traités comme des merdes. Ils sont traités comme des merdes, des gens qui n'ont aucun droit, avec la crainte, parce que nous disait Mariola cet après-midi, d'être enchaînés quand elle va refuser d'aller en Albanie, parce qu'elle ne veut pas pour ses enfants que ça dégénère. Je ferme la parenthèse, c'est douloureux. On va parler d'autre chose, mais c'est pour vous dire que le combat il est tout azimut aujourd'hui.
sur je pense, moi, personnellement, s'il y a des macroniens ici, tant pis pour eux, que c'est le pire que j'ai jamais vu. Parce que il avance à pas feutrer. Il avance sous le couvert de ni droite ni gauche, on sait bien que ceux qui disent ça, ils sont toujours à droite de toute manière, ça demande de trop se poser la question, mais je vous dis, cette novlangue absolument abominable, eh bien, elle marche encore malheureusement pour certains, quoi. Puis, oh, il a dit ça c'est pas mal. Moi, quand on lit les textes, moi je pense, je suis un peu spécialiste dans le domaine de la santé, quand on lit les textes, on dit, vachement bien avec les lois con, quoi. On va mutualiser, le mutualisme, c'est quand même mutualiser, c'est paf les gars, on vous supprime, quoi. Donc il faut être attentif, quoi. Alors, ce soir, on va parler du Tché. Alors, c'est à longtemps qu'on avait envie d'en parler. Et puis, sur le Tché, ça va nous ramener aussi à l'actualité, parce que c'est les problèmes de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, les aspects autoritaires, étatistes, les aspects plus libertaires ou pas. Et dans la figure du Tché, ça apparaît très bien, ça. Il y a tout un ensemble de mythes très sympathiques sur un Tché rebelle, et puis il y a la réalité du chef d'État qu'il a été, avec les erreurs qu'il a commises, quoi, hein. Et donc, moi, je suis pas pour faire de la géographie, faire la panégyrique des personnes, de mon bord ou pas de mon bord, s'ils ne sont pas bons, j'attaque. Donc, je vais un peu vous stimuler dans le sens, de tous les sens, ça sera à vous de réagir en fonction de ce que vous avez envie de dire. Donc, j'attaque là-dessus. Je sais pas être trop long, je suis toujours trop long, je le sais. C'est pour ça que je me suis battu pour qu'on ait quand même la lumière ce soir. Parce qu'au moins, l'essentiel sera là, même si je n'arrive pas à le développer, ça sera à votre disposition. Alors, le Tché, donc, Ernesto Guevara de la Serna, c'est un Argentin, hein, donc 10/28/1967, et il porte le nom de son père Guevara, qui est d'origine basque d'ailleurs, et il avait du sang irlandais aussi, ça s'est mêlé. Et puis de la Serna, c'est une vieille famille d'origine espagnole aussi, alors je ne sais plus de quelle région d'Espagne, par la mer. Hein, voilà. Donc Guevara est resté. Che est ce qu'on connaît le mieux pour la bonne raison que Che, c'est un peu le quoi des francs-comtois. Vous savez, on dit quoi tout le temps, tout bout de champ. En Argentine, en Uruguay, un peu au Paraguay. Che, ça va, Che, tu vas bien, quoi? Nous, on dit quoi tout le temps, eux disent Che tout le temps. Mais par dérision, ça lui a été donné. Voilà. Et c'était même vu un peu péjorativement, d'ailleurs, au Mexique, au Venezuela, dans les pays du nord d'Amérique latine, où c'était plutôt péjoratif, quoi. Che, c'était pas bon. Pour les autres, c'est une onomatopée qui est assez conséquente. Donc sa jeunesse argentine, c'est important, j'y reviendrai. Il sort d'une famille assez aisée, libérale de pensée, de gauche globalement. La mère participe par exemple à l'entraide, on parlait des réfugiés espagnols tout à l'heure, à l'entraide par rapport aux réfugiés espagnols qui fuient le franquisme en 1939. Elle a soutenu des choses pour aider les républicains de l'époque. Donc il est dans un milieu donc d'effervescence critique, très anti-péroniste. Vous savez, Perón, c'est en Argentine un personnage qui ressemble au Mussolini du début, c'est-à-dire avec un aspect social très important. On oublie ça souvent dans le fascisme, souvent il passe par leur programme social et intéressant au départ, hein, qui trompe les gens, et qui après va montrer les dents. Et Perón, c'est un peu ça en Argentine. Donc, ils ont su gagner, par exemple, l'extraordinaire CGT Argentine, qui était le groupe de puissance syndicale là-bas, justement contre des réformes sociales. Et après, ils ont soutenu l'autocratie. Donc lui, il est contre. Il a une formation très très forte, dès le départ. Plus c'est un jeune qui a l'air doué, il est d'emblée ouvert à tout un tas de choses. Il aime bien l'histoire, la philo, comme Antoine. Il aime bien la technique, les maths, tout ça. C'est un joueur d'échecs émérite, c'est un rugbyman forcené. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il est asthmatique et il a failli mourir très tôt. Et il est soigné donc avec beaucoup de difficultés à Rosario, dans pas loin au nord de Buenos Aires, et il est proche du Rio de la Plata, donc souvent il va au bord de la mer pour se soigner, etc. On va pas revenir là-dessus, mais disons que c'est vraiment ce qu'on pourrait dire un personnage qui bénéficie d'une culture intégrale, complète. Voilà, il y a un univers avec, dans chacun, c'est ses caractéristiques à ce personnage-là, qui va faire sa force par la suite, la rigueur, et puis la réalité de réussir, quoi. Il a de l'asthme, mais il fait du rugby contre la vie de sa famille, parce qu'il faut. Alors, il est souvent en train de se soigner sur les bords, mais il y va, quoi. Il est au premier rang. Au jeu d'échecs, il est un des champions de son pays. À Cuba, d'ailleurs, il va gagner des tournois par la suite. Alors, peut-être que les gens n'osaient pas s'attaquer aux nouveaux dirigeants, mais bon, il a gagné des tournois nombreux. Voilà. Dès le départ aussi, il se sent latino-américain. Voilà. Ça, c'est intéressant.
il a cette empathie, lui qui est issu de la bourgeoisie créole, bien installée de l'Argentine. Il a cette empathie pour les pauvres, pour les indigènes, pour les autochtones, pour les Amérindiens au sens propre du terme. Et il le prouve à plusieurs reprises, notamment dans un voyage de jeunesse avec son copain Granado, le fameux voyage en motocyclette qui a été popularisé par le cinéma, magnifié un petit peu. Bon, il y a un diario sur ce voyage-là, écrit par le Che. Bon, c'est des jeunes, c'est sur la route, quoi. C'est Kerouac aux États-Unis, c'est la même période de la vague beatnik, si vous vous souvenez de ça. Et il est dans cette phase-là, même si lui, il est argentin, puis Kerouac, il est nord-américain. C'est la même. Par contre, il découvre l'Amérique, il découvre la pauvreté, il découvre le racisme contre les indigènes, il découvre l'existence des léproseries et des maladies rares encore qui persistent. Il va, lui, jeune médecin, alors il y a des doutes sur s'il a obtenu ou pas son diplôme de médecine. Vous savez qu'après, l'histoire officielle du Che n'est peut-être pas tout à fait l'histoire réelle qu'il a vécue. Hein, voilà. Mais il a quand même payé sa personne en tant que médecin et il s'engage dans une léproserie. Voilà. Donc il bosse dessus, il a cette empathie-là. La Poderosa, c'est la puissante motocyclette qu'ils avaient à deux qui pète dès le départ du voyage. Donc après, ça sert quasiment plus à vite à l'histoire de la moto. Elle tombe en panne dès le début. Donc, voilà. Mais ça fait beau, quoi, un motard. Voilà. Il retourne en 53 dans l'Amérique latine avec un long périple. Alors l'Amérique latine, ça va jusqu'au nord du Mexique. Hein. Donc ça touche l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le sud de l'Amérique du Nord. Donc grand périple et il connaît un peu les réalités de tous ces pays. Ils sont tous à l'époque, dans les années 50, entre social-démocratie très modérée et surtout pouvoir très autoritaire. Avec des velléités de renversement, de révolution. Donc il se coltine à ce mouvement social-là de l'époque. Il prend parti. En 53, il s'engage dans un tas de mouvements de contestation révolutionnaire sur les mouvements en place, tant au Venezuela qu'au Chili. Il s'amourage d'une péruvienne, docteur en sciences, marxiste-léniniste révolutionnaire. Il y a un mouvement qui est important en Pérou qui s'appelle l'aprisme, qui est un mouvement qui est issu de la tendance libertaire du début du siècle, qui était forte dans le cadre péruvien, et puis qui est devenu marxiste-léniniste, qui travaille au Guatemala pour la révolution, qui met en contact avec les révolutionnaires du Mexique, et parmi eux avec les révolutionnaires de Cuba. Donc vous voyez un peu, c'est ce mouvement qui est sympathique aussi, c'est ce fourmillement de l'Amérique latine des années 50, qui est d'une grande richesse et qui lui apporte beaucoup de choses. Même si, je vous le dirai tout à l'heure, il a aussi pas mal de liens. Donc là, vous avez la photo de famille, hein, photo de voilà, famille aisée de l'Argentine de l'époque. Le Che, il est sur la gauche. Vous l'avez jeune au moment où il est étudiant, sans doute en médecine, et puis vous l'avez sur la Poderosa sur la photo de l'époque. Alors très vite, je vous l'ai dit, du fait de ce contact avec l'Amérique latine de son époque, il vient, lui, marxiste révolutionnaire. Il scoltine les œuvres de Marx, il scoltine les œuvres de Staline, il scoltine les œuvres de Lénine, pour un personnage qui va passer pour libertaire après. Staline est pour lui un grand personnage. Quoi. Donc ça aussi, c'est quand on lit, quand on le voit, j'y reviendrai par la suite, c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais il participe à des mouvements en Bolivie, avec le mouvement national révolutionnaire en 53, au Guatemala avec sa copine marxiste-léniniste qui aide beaucoup dans sa formation. Il participe à la lutte contre Arbet, qui est un dictateur de l'époque. Au Mexique, en 54, c'est la fin du Mexique, de la révolution, et c'est le début d'une institutionnalisation terrible aux mains du PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel mexicain, qui impose une vraie autocratie dans le pays, donc il combat ça. Il rencontre au Guatemala, au Mexique, je vous l'ai dit, des révolutionnaires cubains, et là c'est la rapidité, l'escalade. Hein. Il passe très vite dans le mouvement principal de révolte contre le dictateur Batista de Cuba, qui s'appelle le mouvement du 26 juillet. C'est un mouvement très composite, où les castristes et les guévaristes naissants sont extraordinairement minoritaires, et de peu d'influence au départ. Il faut bien savoir ça, le mouvement du 26 juillet, un mouvement cubain qui est surtout important dans les villes, et pour Guevara notamment, les villes, c'est de la merde, il ne sera jamais, c'est pas son truc. Il sera pour une révolte rurale très forte, qui reviendrait aussi. Il combat donc avec l'expédition du navire Granma en 56, un échec retentissant, ils sont 20 survivants qui se réfugient dans la Sierra, mais ils s'y réfugient et ici, comme des sangsues, ils s'y collent, et ils se coltinent avec les paysans locaux, et peu à peu, ils grossissent leur rang, et ils vont rester donc dans une guérilla au départ
insensé, ridicule en nombre et puis de fait porter, qui pourtant s'implante, qui va faire des petits. La Sierra Maestra, donc c'est le lieu principal de ces combats, il est nommé Comandante, alors que le seul personnage de la révolte à l'époque, c'est Castro qui le possède, ce titre. Donc c'est le deuxième à avoir le titre de Comandante. Après, ça va être inflationniste, hein, Comandante, genre, tous Barbudos, bien sûr, parce que l'uniforme à l'époque c'était des barbes, aujourd'hui ça nous fait chier de voir les intégristes, mais pour eux c'était un sacré. Voilà. Et puis donc à Santa Clara, c'est la grosse victoire avec sa propre colonne contre le dernier gros réduit militaire du régime. Il arrive à La Havane à la tête d'une colonne avec l'autre colonne qui est dirigée par son ami, et je trouve moi plus sympathique que le chef, qui s'appelle Camilo Cienfuegos, qui est sans doute le seul vrai libertaire des Barbudos, à mon sens. Je pourrais y venir aussi. J'ai un tas de bouquins, vous regarderez si ça vous dit tout à l'heure. La victoire est au bout. Il est déclaré cubain. Il y a un décret qui permet aux étrangers d'être cubains. En fait, il y en a qu'un qui va en bénéficier, c'est Guevara. C'est la faute mal qu'un Argentin devienne ministre par la suite et autres. Donc on crée quelque chose de spécial pour le personnage. Je vite, hein, c'est pas l'histoire que je veux développer ce soir, mais c'est pour causer les bases essentielles, quoi. C'est un homme d'État donc qui va être assez controversé dès le départ parce que comme c'est un des vainqueurs, comme c'est une figure très vite emblématique, c'est un beau gosse, il passe bien dans les médias, ça joue aussi. Il a beaucoup d'ampleur médiatique et une forte empathie des révolutionnaires très rapidement. Donc il est nommé un tas de choses. Même le premier de ses postes, malheureusement, c'est pas le meilleur. Il est nommé procureur d'une caserne qui s'appelle la Cabana, où c'est une partie noire de l'histoire de Guevara. Il assume les exécutions, et parmi les exécutions, on est sûr aujourd'hui qu'une partie de ces exécutions touche des gens qui n'avaient pas à être exécutés, tant est que si on est pour les exécutions pas. Hein. Voilà. Moi qui suis aussi à peine de mort, bon, d'emblée je lève le bal, mais on peut comprendre qu'en période de guerre, voilà, hein, comme il y a des moments dans l'histoire où c'est pas toujours chouette, ça n'empêche qu'il dépasse sans doute cette fonction-là, avec parfois des choses bizarres. Parfois il est hyper empathique, il soigne les blessés et il refuse telle chose, puis d'autres fois c'est lui-même qui va achever, voilà, c'est l'aspect ambigu. C'est pas le boucher qu'on a dit. Voilà. De tout ce que j'ai pu lire, c'est pas le boucher qu'on a dit. Il n'a pas exécuté autant que les opposants cubains dans l'exil ont dit. Mais il a pas, ça n'a pas été toujours amoureux. Ça c'est clair. Là-dessus, c'est une première page assez noire. Il est ensuite nommé responsable de l'Institut national de la réforme agraire, donc ministre de l'Agriculture. Donc il s'intéresse à ce qui se passe en Algérie à l'époque, ce qui se passe au Japon, comment le Japon a été remis à flot en 1945 avec l'aide des États-Unis pour sa réforme agricole. Il commence à se balader, il prend une envergure internationale. Et donc il développe dans l'agriculture une politique de... Malheureusement, il accentue la politique de monoculture de l'époque en faveur de la canne à sucre. Alors qu'il aurait fallu sans doute, les Français notamment l'avaient mis en garde. René Dumont, ça doit vous dire encore quelque chose pour certains d'entre vous. René Dumont avait dit attention, quoi. Hein, la monoculture, même en pays socialiste, c'est pas bon. Et malheureusement, ils n'ont pas trop écouté. Voilà. Il est assez productiviste aussi, c'est pas un écolo. Hein. Voilà, si on doit récorner les cornes, hein, volontairement, mais c'est un productiviste, c'est pas un décroissant, quoi. C'est clair. Et c'est l'erreur, la monoculture de la canne à sucre, surtout quand le cours du sucre va s'effondrer, ben ils vont être pris à la gorge complète, hein, avec le locus américain, états-unien, bien entendu. Il est nommé à la Banque nationale centrale, alors je ne sais pas trop pourquoi, si c'est une boutade ou pas, parce que dans les aspects sympathiques du Che, il est contre la monnaie. Il a toujours dit la monnaie c'est de la merde, l'argent c'est de la merde, il est contre ça. Et on le nomme à la tête de la banque principale de Cuba. Donc forcément, il n'a pas fait trop de choses là-dessus, sauf signer les billets de banque par le Che. C'est assez rigolo, quoi. C'est que les monnaies officielles de Cuba sont signées par Che, pas par autre chose. Donc c'est une provocation de plus de l'aspect sympathique du personnage. Il a toujours été très provocateur. Le problème, c'est qu'il a ensuite nommé ministre de l'Industrie, puis ministre de l'Industrie, ben, c'est pas ce qu'on aimerait, quoi, aujourd'hui, en période de pense. C'est un ministre à la solide. Priorité à l'industrie, priorité à la concentration, priorité de l'activité d'État. Il est dans une politique très proche de celle du bloc de l'Est de l'époque, donc à la soviétique au mauvais sens du terme. Hein. Je pense que ça, j'y tiens sur les vocabulaires. Un soviet, c'est un conseil.
C'est une commune. Voilà, on a parlé avec René du communalisme tout à l'heure. Le vrai sens de concept de soviet, c'est conseil. Or, l'URSS a dépouillé l'importance et l'autonomie des conseils de début qui ont fait la révolution pour reprendre l'idée du conseil d'autonomie populaire pour en faire un pouvoir étatique. Le terme de soviétique a été une des premières des langues aussi. C'est mauvais de dire l'État soviétique si on pense que les soviets, l'autogestion, c'est une bonne chose. On a perverti donc le sens originel. Donc quand je dis à la soviétique ou du bloc socialiste, qui dit socialiste entre guillemets, c'est le socialisme d'État, productiviste, qui n'a aucune volonté de respecter l'écologie, qui vise les grandes concentrations et qui surtout interdit le droit de grève, parce que dans un État socialiste, il n'y a pas de raison de faire grève. Voilà, ça c'est une des tares que le Tché va répéter à Cuba. Pas le seul, Castro et les autres, mais il n'est pas contre ça. Quoi. Donc, je me souviens des copains de la 4e internationale qui me disaient, mais si, il ne pas les ouvriers. Au contraire, il fait des pions d'un nouvel État. Aujourd'hui, la 4e internationale a évolué. Quand on voit le texte de Josto, les derniers, sur Che Guevara, ils connaissent ça. Ils connaissent qu'il est en dehors de toute démocratie socialiste telle qu'il le souhaite aujourd'hui. Il organise les camps de travail. Voilà. Il assume jusqu'au bout, ça là-dessus. Les camps de travail, alors les UMAP, je ne me souviens plus, c'est l'unité militaire d'aide à la production. Voilà. Unité militaire de la production. Voilà, c'est Arbeit mein Frei dans le plan allemand. Je ne fais pas le parallèle, c'est dégueulasse de le faire, c'est pas sympa, mais voilà, les mots ils justifient n'importe quoi. Et 50 de rééducation. Les membres de sa colonne qui ne sont pas bien, ils les obligent à y aller, sinon ils les excluent de la colonne. Ça c'est gentil. Par contre, les homosexuels, les intellectuels de gauche qui vont y aller, ils n'ont pas le choix. Et les opposants de droite, ils ont aussi des évidemment un grand nombre. C'est des cons, voilà. Ils sont justifiés, ils vont prendre plusieurs appellations, mais ils persistent, et il est malheureusement aussi à l'origine de ça. Son grand rôle, en tant que, pour nous, Français, et pour les autres, son grand rôle, c'est la diplomatie. Voilà, c'est là où il prend son pied dans les directives d'État. Parce que ça lui permet de voyager à travers le monde. Alors, au départ, c'est d'abord les pays socialistes, entre guillemets, de l'Est, donc surtout l'URSS. Très vite, il va s'en détacher. Il comprend que là-bas, c'est pas le socialisme. Il dit là-bas, c'est ça le socialisme, chez moi, je suis. Donc, il y a des choses assez importantes. Il a très bien compris que ce qu'il défendait à Cuba, c'était pas bien. Mais il va se tourner vers quelque chose qui n'est pas mieux, puisqu'il va faire l'apologie à un moment de la Corée du Nord. Il va faire un moment l'apologie de la Chine, de l'époque. Il y a eu beaucoup de maoïstes en France qui ont fait ces dérives-là, mais pour quelqu'un qui a la culture qui est la sienne, c'est assez ahurissant. Voilà. Jusqu'à la fin. Je veux le dire maintenant, je n'en ai pas tout à l'heure, mais je suis un copain italien, j'avais filé le document à d'autres, je crois, sur le marxisme du Tché, qui a découvert la liste des textes que le Tché a en 67 au moment de la guérilla. Qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il propose à la lecture. Il y a toujours les ouvrages de Staline dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas évolué sur cet aspect-là, sur l'aspect orthodoxie marxiste archaïque et contestable, il est encore dans ce cadre-là, lui, qui pourtant paraît comme le rebelle absolu. Même s'il condamne l'URSS. Il aimerait bien l'URSS, pas Khrouchtchev de 56, mais Staline d'avant. Voilà. Je caricature presque pas. Voilà. Pour situer la ligne. Par contre, grâce à cette capacité, à ce contact, à cette volonté de voyage, il rencontre des gens fabuleux. Voilà. Il se met en contact avec Ben Bella très tôt en Algérie, donc l'opposition algérienne. Ben Bella est quand même un socialiste avec des teintes un peu gestionnaires. L'historien anarchiste Daniel Guérin, si vous le connaissez, travaille au service de Ben Bella à l'époque. Voilà, il y a d'autres choses. Il connaît l'Inde, il connaît l'Inde de Nehru, il connaît l'Égypte de Nasser, il connaît tous les mouvements de révolte nationaliste partout. Il se crée une culture qui dépasse largement celle qu'ont les militants de son temps. Et même s'il reste orthodoxe et caricatural dans ses positions marxistes, il est ouvert au tiers-mondisme. Tricontinental, quand j'ai ramené une première de Tricontinental ici, vous regarderez, je vais pas publier, voilà, revue que c'est cachet dans les années 60, qui est une volonté, à partir de Cuba, d'ouvrir à la révolution internationale. Il est proche de Ho Chi Minh, c'est le Vietnam à l'époque, mais dans les années 60, pour vous remettre là-dedans,
le monde est en lutte, et donc Guevara, il impulse ça. Il impulse ça, et son pied, même si lui, il est orthodoxe dans son camp, il prend son pied plutôt à Alger, il prend plutôt son pied au Caire, il prend plutôt son pied à Hanoï, parce que pour lui, ça représente plus. Donc il a une vocation internationaliste qui est hyper sympathique. Donc, vous avez les deux icônes les plus célèbres. Hein. Celle du bas est en 60, celle de Corda. Alors il y a un bouquin de Corda ici qui est une merveille à regarder. Vous avez l'occasion de faire un lien aussi de lui. Corda, c'est un photographe qui va faire fortune sans le vouloir, puisque cette photo, c'est la plus connue. Quand on voit les trucs sur les rebelles d'aujourd'hui, c'est la photo qu'on trouve partout. Elle a été prise par tout le pop art et les autres. C'est devenu aujourd'hui, on voit n'importe quoi avec ça, y compris les savonnettes. C'est une belle photo, quoi. Voilà, c'est une belle photo. Moi, mes fils, ils connaissent bien l'autre parce qu'ils avaient ça dans les chiottes, chaque fois qu'ils avaient essayé de tomber sur la première. Donc, le cigare. Bon, j'avais une citation de Makhno pour les copains anarchistes qui savent que ça faisait l'autre façon. Là, ça me fait rigoler quand je pense à ça. Alors, le pouvoir, il l'exerce, il va jusqu'au bout, jusqu'au pire. Le camp de concentration, le dirigisme, le productivisme, à nos yeux d'aujourd'hui. Hein. Attention, il faut contextualiser. Hein. Moi, j'ai une vision de 2019 sur le Tché. Voilà, vous n'avez pas eu la même à l'époque. Il faut être aussi conscient de ça, puis vous soyez conscient si vous voulez me renseigner dedans après. Voilà. Mais je le dis. Et malgré ce pouvoir qu'il assume, qui est l'étonnant et l'aspect intéressant chez lui, c'est qu'il reste toujours avec l'objectif final de la révolution mondiale. Là, c'est rare. Staline, lui, c'était le socialisme dans un seul pays. Donc, qu'il, lui, soit stalinien, c'est ahurissant, parce que soit il l'a mal lu, soit il en a fait un mythe à son tour. Lui, il est pour l'internationalisme. Donc, il n'hésite pas. En 59, il soutient les mouvements révolutionnaires à Panama, République dominicaine. C'est des désastres épouvantables, mais il l'a soutenu. En Argentine, ce sont des guévaristes soutenus par Guevara, avec son accord en 63, au moment où il est au pouvoir, qui interviennent à Salta contre le régime. C'est un échec aussi épouvantable, voilà, c'est mal préparé, mais il soutient. Au Congo, en 65, il réapparaît. Dans l'histoire de Guevara, il y a 2 années où on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas pourquoi il part. En 65, il en a marre du pouvoir, où il est poussé à la porte par Castro, où il va jusqu'au bout de ses idées, on ne sait pas. Il y a plusieurs explications possibles. Il devenait gênant pour le pouvoir cubain, ça c'est clair. À force de vanter Ben Bella, de vanter les Chinois parfois, ben, les Soviétiques font pression sur Castro pour dire celui-là c'est un emmerdeur, il le rapporte. Ça c'est une explication qui est tout à fait vraisemblable pour expliquer l'écart du pouvoir de Che Guevara. C'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même, il a toujours aimé le combat dès qu'il l'a connu. Il paye de sa personne, il est au premier plan. Ça c'est un des aspects donc de la praxis entre guillemets révolutionnaire, c'est-à-dire l'union entre la théorie et la pratique vers un but général, que c'est un des principaux assumés. Et puis, il a l'appel du large, de l'internationalisme. Je pense qu'il y a tout, quoi. Il y a la volonté de Castro d'écarter, il y a sa volonté à lui, mais il disparaît 2 ans. Il disparaît 2 ans, pourquoi faire? Pour se mettre au service de mouvements révolutionnaires dans le monde. Le premier qu'il fait, c'est le Congo. Sauf qu'il arrive au Congo avec quelques volontaires cubains proches de lui. Il tombe dans un système où les chefs locaux sont déjà bien installés, puis Castro, ben, c'est un blanc, il vient les aider. Hein. Nasser a dit que c'était un Tarzan qui met les Noirs, il n'a aucune chance dès le départ, il a dit Nasser, ça empêche qu'il y va. Il est dans une révolte qui était sophologique, qui est très voilà, qui n'est pas très en avance, on va dire, et donc c'est la catastrophe. Et la CIA, c'est où il est. C'est-à-dire que malgré l'aspect caché, s'il y a Cuba ou dans le monde où on n'en parle pas, la CIA, c'est que le Tché est au Congo. Donc c'est lamentable, il part, il prend un navire à travers le lac de Kanika, il ne peut même pas amener les Congolais avec lui blessés et tout, c'est un échec lui-même, il est abattu. C'est écrit quand on regarde, il dit c'est l'histoire d'un écroulement, je suis vraiment, là c'est nul. Il fait un parcours dans les pays socialistes, on a trouvé sa trace en Tchécoslovaquie notamment. C'est là où il dit que vraiment, qu'est-ce que je fais là? C'est pas pour ça que je me bats. C'est pas pour ces états-là que je me bats. Mais on est dans 65-66, hein,
il est contre le système dit socialiste, mais Cuba de l'époque, ben, il a l'appui officiel, la couverture, l'avantage des réseaux d'intelligence de l'époque. Il est en Allemagne de l'Est en lien avec une menace de la Stasi. Hein. Donc pour nous, la Stasi, c'est l'horreur. Aujourd'hui, c'est l'ancienne Gestapo de l'Allemagne de l'Est, on va dire ça comme ça. Hein. Pour faire simple. Et pourtant, sa copine Tania, qui sera une des militants révolutionnaires recrues en Bolivie, les membres de la Stasi, quoi. Voilà, ça. Il est dans un cadre qui ne se sent pas bien, mais il en profite aussi parce que ça lui permet d'être protégé. Et puis, il décide donc de poursuivre la lutte en Amérique latine. Mais entre-temps, quand même, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il a tout abandonné. Il a abandonné le pouvoir. Il a abandonné les émoluments qui vont avec. Il n'avait jamais souhaité avoir, d'ailleurs, en quantité. Il a abandonné la nationalité cubaine. Pour pas que ça retombe sur Cuba, c'est l'engagement propre. Et ça, il n'y a pas beaucoup de révolutionnaires qui font ça. Pas beaucoup de personnes qui font ça. Mais du côté révolutionnaire non plus. C'est des censures du pouvoir. Là, c'est quand même cet aspect hyper sympathique de Guevara qui ressort ici. Il abandonne tout. C'est aussi peut-être une perte ou une avancée, une suicide. Hein. Voilà, c'est peut-être ça. Mais il y a une certaine intégrité qui est fabuleuse. Quoi. Jusqu'à la nationalité, quoi. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il avait gagné la nationalité cubaine dans ces combats. Mais il va jusqu'au bout. Et il décide d'attaquer. Alors là, le problème, c'est que l'Amérique latine des années 60, c'est la merde. Il y a les communistes officiels, il y a les tendances qui se disent déjà guévaristes, il y a les tendances nationalistes, il y a le socialisme péruvien, il y a le socialisme mandin, ils se battent les uns après les autres, c'est un peu comme la gauche aujourd'hui. Et puis, ils s'écrivent, quoi. Et donc, Guevara, malgré son pouvoir et la connaissance qu'ont les autres, le réel qu'il peut avoir, mais il n'arrive pas à passer. Et finalement, lui, il préférait l'Argentine, on lui propose la Bolivie. Il débarque dans un coin paumé de la Bolivie, où il n'y a pas d'installation, où les forces vives sont en ville, donc lui, il est en plein perdu dans la brousse, dans la jungle. Et puis, il n'a pas de contact avec la ville, ou quasiment pas, malgré la tania dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une fin assez lamentable, quoi. C'est-à-dire que c'est lamentable, pourquoi? Parce que d'une part, c'est hyper minoritaire, d'autre part, c'est sans efficacité aucune, c'est en coupure totale avec les mouvements de l'époque, une catastrophe. Une catastrophe, on ne peut pas parler de l'engagement bolivien comme quelque chose de positif, si ce n'est sur l'intégrité d'un homme qui va jusqu'au bout. Mais dans la réalité des faits, c'est une catastrophe absolue. Et ils finissent comme c'était prévisible. Il y a 3 000 à 4 000 personnes de troupes qui sont envoyées avec l'aide des États-Unis. Et puis ils sont quelques poignées de révolutionnaires. Ils n'ont même pas pu percer vers les paysans locaux. Donc c'est un échec surtout, quoi. Il va jusqu'au bout, il essaye de rester à la fin pour soigner les blessés. Il se fait arrêter, la fin est atroce, parce que le Che, il y a tout un tas de débats, on ne sait pas quoi s'est passé, mais bon, alors, il est exécuté, on lui coupe les mains pour montrer que c'est bien lui, on fait disparaître son corps, enfin, sauf qu'à un certain moment, il y a cette mise en scène absolument morbide, de gauche que je les connais, où vous avez des responsables de l'armée officielle qui viennent mettre le doigt dans le débat. Enfin, après, vous voyez la position christique du personnage. Donc, je vous ai mis en face le fameux tableau de Mantegna sur la mort du Christ à côté, qu'il a vu, c'était, si je ne me trompe pas, il y a une concordance absolument ahurissante entre le positionnement du Christ sur son lit de mort exposé à la presse et puis aux paysans du coin. Et puis, et je vous assure que là, il est tué à la Higuera, une lettre que j'ai nommée. Il est exposé à Valle Grande, proche de la Higuera, pas loin. Et là, presque immédiatement, il y a un culte du Christ de Valle Grande et celui du culte de Guevara. Les paysans locaux, dans un christianisme assez primitif, en font un saint immédiatement. C'est morbide, c'est terrible, voilà, c'est exposé. Hein. On a non seulement pardonné le lieu de sa mort, on a retrouvé peut-être sous l'aéroport du pays principal, je ne sais plus quel aéroport, je vais dire connerie, on a retrouvé des traces de 7 personnes, on pense que le Che était dedans, on les a rapatriés dans les années 90 à Cuba pour y mettre dans un mausolée, tout ça, on n'avait pas su que ça soit lui.
Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il a évoqué est évidemment rasé. Ses effets personnels sont volés, vont être vendus au marché noir par les militaires qui s'en sont saisis. Vous avez bien compris qu'ils avaient une valeur sûre, là, sur les nouvelles d'époque, le bon point d'époque, on va retrouver. C'est pour ça qu'on retrouve parfois des extraits du Cario, le journal de... Il écrit tout le temps, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier rafale de mitrailleuses qui vont le tuer, il écrit. Donc on sait à peu près tout ce qu'il bouffe, comment il fait, le dernier cigare qu'il a roulé, le dernier bouquin qu'il a... C'est assez intéressant. On va retrouver ça très très tardivement. La liste des bouquins, il crée la bibliothèque du révolutionnaire de l'époque. Au moment où il est sûr qu'il va pleurer, il est lucide jusqu'au bout, il sait qu'il va y passer, il est en train de rédiger la liste de ce que devrait être la bibliothèque idéale du militant socialiste de son temps. Et il a des aspects qui sont assez particuliers, un personnage donc d'un engagement fabuleux. Voilà. Alors, j'ai été long sur la présentation, alors que le thème, c'est pas ça. Après lui, c'est le culte. Hein. Il meurt en 67. L'année suivante, c'est 68. J'ai bien compris. Il meurt intègre, sans le pouvoir nocif d'un Castro qui va dégénérer l'Italie, qui a déjà dégénéré. Il emporte tout ce qui est bien, tout ce qui est vu comme bien de la révolte cubaine. Donc il meurt, c'est horrible à dire, mais il meurt au bon moment, quoi. Il meurt au moment où il n'est pas trop sali par ce qu'on peut savoir sur lui, et immédiatement, il y a un culte fabuleux qui est fait sur lui. Les étudiants de 68 vont grandir son image et son drapeau partout. On va occulter l'aspect marxiste-léniniste stalinien qu'il a été, ou les camps de rééducation, pour ne voir que la figure du rebelle emblématique qui va être l'image un peu de 68. La Sorbonne, le poster de Guevara est beaucoup plus important que les autres. Parce qu'il incarne une époque, 67-68, c'est plus proche. Et après, on va faire n'importe quoi. Hein. Au niveau artistique, il y a de choses, au niveau... il est partout, quoi. Et Cuba a compris qu'il fallait se le conserver, même s'il y a eu des problèmes en tout cas sur lui. À Cuba, le mythe du Che existe toujours. Quoi. Les jeunes gamins à l'école, on va faire Che Guevara, il y a encore une truc de Guevara, enfin voilà. Mais il est détourné, évidemment, comme tous les cultes de personnalité, il est détourné de la réalité du personnage, de ce qu'il a pu être comme nocif par rapport au pouvoir. Ils s'en emparent, quoi. Ils s'emparent de ce culte-là. Alors, voilà, bon, ça c'est le culte Che Guevara Shop, hein. Le capitalisme a triomphé, là, forcément. Tout est vendu à partir de son nom. Alors, je viens au fond de la conférence, vous avez compris que j'étais long là, mais bon, c'est bien aussi de présenter l'individu. Donc le Che, moi je suis ami avec Roberto Massari, qui est un éditeur romain, qui est le spécialiste mondial de Guevara. Il est à Cuba dans les années 59, 60. Il a été nettoyé des épouses et une des filles de Guevara. Il a ramené en Italie d'ailleurs pour essayer de mobiliser. Il a fondé la Fondation Che Guevara, qui est la plus grosse fondation sur le Che Amérique latine qu'on trouve. Il se trouve sur vous connaissez l'Italie, dans le nord du Latium, à la frontière de la Toscane, de l'Ombrie, à Quaranone. C'est le truc inimaginable. Et donc je connaissais un peu, un jour il savait, moi, lui penchant plutôt libertaire, il dit, bah, Che libertaire, j'ai dit, ouais, libertaire, il dit, t'es pas content? Eh ben, tu viens de montrer. Alors, du coup, il m'a invité au congrès de leur fondation qui était lieu à Syracuse en 2008, ça fait quelques années. Bon, il y a plusieurs plus que je me dise en Italie, c'était pas triste. Il y avait une représentante de Cuba officielle, je sais pas si on est compte, ce que j'ai dit n'a pas trop plu, mais j'ai applaudi, sans doute parce que je fais des efforts pour parler italien, peut-être plus que pour le fond. Et du coup, donc, j'ai approfondi ces aspects-là un peu par défi. Hein. Alors, je vais essayer de donner 2-3 trucs, je ne vais pas tout développer, surtout si on cherche à faire un petit débat. Hein. Voilà, donc, si vous avez des questions. En quoi Guevara pourrait être lié à l'idéologie ou à la pensée libertaire, à une pensée anti-autoritaire, 68 ardes, on va dire, dans le bon sens du terme. Ben, d'une part, il a été considéré comme anarchiste. Et ça, c'était dans le mauvais sens du terme. C'est l'URSS qui disait, oh, Guevara, c'est un anarchiste, quoi. Ça veut dire, c'était pas une qualité, c'était le plus. Donc, dans ce sens-là, on est au péjoratif, oui. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il n'a pas de mythologie du pouvoir. Il exerce ce pouvoir, hein, jusqu'au pire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas la mythologie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est provo, les pieds sur la table,
Au plein moment, il va se prendre un cigare pour s'en foutre du gars qui est en face de lui. Il veut pas de privilèges liés au pouvoir. Il veut pas. Ça, il est par son comportement et par sa critique du pouvoir, il est très proche. Il va abandonner tous ses titres, je vous l'ai dit, en 65. Donc, il est très proche d'un comportement assez libertaire, assez anti-autoritaire par rapport à ce qu'on fait du pouvoir et à ce pouvoir figé qu'on trouve dans malheureusement tous les pays, entre guillemets, du socialisme qui existent. Tous. Il met la primauté de la morale et de l'éthique avant tout. Alors, il l'applique peut-être pas toujours, mais malgré tout, dans beaucoup d'endroits, c'est le cas. Il dit c'est pas peine de changer les rapports de production si on ne transforme pas l'homme. Il a écrit le best-seller qui est le Socialisme et l'homme, hein, qui a été un des ouvrages les plus lus en 68. La bibliothèque Maspero a fait un tabac avec ça, mon copain italien de la traduction italienne, où il dit que le socialisme, il doit être éthique ou il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il doit mettre en avant des aspects collectifs, de solidarité, de travail en commun, des choses comme ça. Il paye de sa personne. Même quand il y a un ministre qui va bosser dans les champs, c'est pas que pour la pub, c'est pas que pour la média, c'est son mode de vie. Il a passé son temps à aller faire, à aller coltiner du charbon, à couper, à faire la zafra. La zafra, c'est la coupe de la canne à sucre, qui est le boulot le plus dur et le plus extraordinaire de Cuba. Il a participé à plusieurs reprises. Et quand les caméras s'en vont, il reste. Quand j'ai connu des dirigeants socialistes parisiens, et c'est pas me dire avec la coordination, quand les médias partaient, boum boum! Je ne dirais pas lesquels, les gars, parce que j'en fâcherais ici. J'en ai connu, quoi. J'ai connu des gars qui venaient quand on faisait de manif, ils nous chassaient pour tenir la banderole de tête, parce qu'il y avait la F3 qui arrivait. Et dès qu'il y a F3 était parti, allez, Anthony, reprends la. Donc, oui, lui, c'est pas ça. Voilà, donc, c'est un aspect bien. Refus des honneurs et des privilèges, moi je suis assez dit là-dessus. Il a tout refusé, quoi, Guevara. Hein, il a tout refusé, sauf le cigare. Voilà. Le cigare à Cuba, hein. Lui asthmatique en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas forcément un bon choix, mais il l'assume bien. Et puis, il avait quand même, vous savez, toute l'élite castriste, guévariste, sont à Cuba, dans le quartier du Zélie. Donc ça, c'est la foumale pour un régime socialiste égalitaire, proclamé, mais c'est le seul Corse qui est vraiment connu. Sinon, il a absolument tout pris. Il a refusé même il a gardé sa petite rétribution de souveraineté alors qu'il était ministre à d'autres titres. Donc c'est pas du flanc, il a fait ça. Et il a refusé les droits d'auteur. D'où le scandale aujourd'hui de ses descendants qui réclament les droits d'auteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un débat sur la publication, même à Cuba et ailleurs, c'est une atrocité par rapport au personnage. Ils se battent comme des chiffonniers pour garder. Il a une aide du consumérisme. Alors ça, c'est l'aspect décroissant, entre guillemets, qu'on pourrait trouver chez lui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où il prône la frugalité simple, comme disent les décroissants d'aujourd'hui. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. La vraie valeur, c'est ce qu'il met en avant, c'est l'éthique, c'est la morale. Tout ça, c'est des thèmes qu'on trouve dans l'anarchisme et les post-anarchismes. Kropotkin, notamment pour l'éthique, Proudhon contre le droit d'auteur, on pourrait citer Bakounine contre la haine du pouvoir. À chaque fois, si j'ai remis ça là, si vous avez bien compris, c'est d'essayer de le lire dans un cadre plus libertaire, voilà, ou le mettre en accord avec ce qu'il pouvait penser. Il aime la bureaucratie, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il rejoint un peu le Lénine de la fin. Bon, Lénine qui était à son temps lui aussi un dictateur absolu. Dessus on a pour le historique, on peut dire ce qu'on veut de Lénine, il ne changeait pas trop de Staline dans la manière de du pouvoir, la manière de l'exercer. Par contre, il dénonce la démocratie. Quand Staline prend le pouvoir, le testament de Lénine, il perd la liberté. Ça devrait être lu partout. Il trouve justement que Staline s'appuie sur la bureaucratie, sur la nouvelle classe, sur ceux qui ont, grâce à leur fait d'armes ou à leur engagement partisan, sont venus au premier rang, qui occupent toutes les places, pas seulement les places du parti, mais les places de l'État. Et là, il est con. Forcément, il se heurte à la majorité des Cubains. Parce que Castro a placé ses ordures. Il traite avec le Parti communiste qui n'a pas trop participé à la révolution, mais qui veut des places. Et les communistes investissent, comme ils l'ont fait dans les autres pays, la bureaucratie de l'État. Et là, Guevara, il est con. Donc, il se fait des ennemis. Il explique peut-être son départ de 65. Mais la nouvelle classe, c'est ce que, en Yougoslavie à l'époque, dénonce
les communistes autoritaires de Yougoslavie. Ceux qui disent que c'est bien ce qu'on fait dans notre pays, on est différent de Staline, mais quand même, il rejoint cet aspect-là. Il aime l'argent, ça je vous l'ai dit. L'argent, ça c'est un des aspects de l'utopisme guévariste. Hein. Une société sans argent, quoi. On trouve ça dans les utopies depuis la nuit des temps. Lui, il l'assume, et donc à la Banque centrale, il fout un sacré. Il met un sacré foutoir. Souvent je le dis. Ça n'a pas été une réussite économique. Voilà. Et puis son abnégation. Alors là, c'est ce que mettent en avant certains copains libertaires. Lui, c'est l'engagement jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Mais bon, c'est plus biblique que voilà. Hein, je sais pas si aller jusqu'à la mort, sacrifice, le purisme révolutionnaire. Je sais pas si c'est ce qu'on doit prôner aux gens, quoi. Hein, je veux pas demander aux Albanais de mes amis de faire la grève de la faim jusqu'à en crever, quoi. Vous voyez, ça c'est des aspects qui peuvent être interprétés de différentes manières. Moi, que je trouve un peu extrémiste, qui ne trouvent rien, hein, parce qu'à ce moment-là, ça valorise plus le Christ ou d'autres que les idées socialistes. Et c'est quand même mis en avant pour ce que certains auteurs appellent sa cohérence existentielle. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il l'applique. Et donc, ça, c'est un des aspects d'intégrité, de cohérence qu'on trouve dans tout le mouvement libertaire. En tout cas, ils ont essayé de faire plus que les autres, hein. Même si lui, curieusement, est un marxiste, mais chez les anarchistes, par exemple, l'idée principale dans le changement social, c'est d'être en cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on veut. Et que si on utilise des mauvais moyens, on peut obtenir une mauvaise fin. Et donc, la fin est dans les moyens. C'est Gandhi qui l'a dit chez les non-violences, c'est Lanza Devasto chez les pacifistes locaux, c'est Caetano Lamé-Clapine qui leur dit d'une autre manière, et toute la pensée libertaire d'aujourd'hui, c'est l'un avant ça. On ne peut pas utiliser les moyens de merde pour créer le paradis. Parce qu'on va amener la merde avec nous pour créer le paradis. Donc on va détruire le bel objectif posé. Donc cette cohérence-là, il a essayé, à sa manière, de le faire. Même si c'est loin d'être efficace. L'autre point qui rapproche du libertaire, bon, l'internationalisme convaincu, ça j'ai déjà dit, apatride assumé, puisqu'il refuse la nationalité cubaine de 65, et puis parce qu'il se réclame jamais de son Argentine naissante, quoi. Sauf de temps en temps pour demander de l'aide au niveau militant. Élection piège à con, 68. On peut retrouver un peu ça chez Guevara, même si, voilà, c'est plus limité qu'on peut le penser. L'évolution pluraliste, humaniste du marxisme. Alors, ça, c'est ce qui est mis en avant, moi je conteste un petit peu. Il est humaniste par l'éthique, par l'idée d'un homme nouveau, par sa volonté de réfléchir sur... Ça sert à rien de changer les infrastructures, comme disait marxiste, si on ne bouge pas la superstructure, l'idéologie, la pensée, la culture, l'art, etc. Donc Guevara là-dessus, il est intéressant. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis. Le pluralisme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même pas ça. Chez lui. Il est pour une révolution globale, individuelle et collective, donc il est pour remettre tout en cause, y compris son propre pouvoir. Là, c'est pas mal. C'est dans la logique des autres directeurs. Bien sûr, le mythe libertaire a été surévalué parce qu'il est tombé dans la période socio-militaire, on a besoin de ça aussi. Donc Guevara, il est réécrit immédiatement comme le Christ, hein, comme le Coran, comme tous les grands moments de l'humanité, sont tous réécrits aussitôt, hein, par des gens qui en prennent ce qu'ils en veulent ou mettent en avant ce qu'ils ont envie. Et donc il y a une lecture du Che qui est double, une lecture totalement servile, utilitariste, par le biais de l'État cubain, et puis des mouvements qui se réclament du marxisme, qui voient en lui le marxisme principal à mettre en avant pour amener des adeptes, sans voir qu'il les a critiqués. Et puis il y a ceux qui veulent mettre en avant le rebelle, l'intègre, le personnage qui bouleverse, qui refuse la fixation, la glaciation. Et les deux mémoires cohabitent longtemps. Aujourd'hui, elles sont nettement séparées, mais il y a eu du flou très très longtemps. Par exemple, pour prendre un cas historique que vous connaissez peut-être, c'est le congrès des fédérations anarchistes de Carrare en Italie en 60, juste après les événements français. Tous les fédérations internationales anarchistes se réunissent en Italie. Carrare, c'est le pays de carrière, c'est un grand pays ouvrier international, et les anarchistes sont encore dominants à l'époque. Et il y a là un combat terrible entre l'anarchisme qui dit, ben oui, à Cuba quand même, très vite c'est devenu un État totalitaire, un État
comme les pays de l'Est, un État soviétique et tout. Et puis il y a la jeune garde, ça va faire rigoler, les Cohn-Bendit. Sauf que quand on voit le journal civique, voilà, j'ai gagné les Cohn-Bendit. Alors aujourd'hui, bon, ben, je vais avoir du blanc. Cette jeune garde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes des vieux cons, là-bas, au moins ils ont réussi, ils ont gagné. Hein, ils ont gagné quoi? Voilà. Et ce débat va pervertir le mouvement anarchiste international à l'époque, notamment dans les pays proches de Cuba, qui sont en guerre à l'époque, comme en guérilla. Je pense à l'Uruguay, où ça va exploser dans un mouvement qui reste encore fort, qui s'appelle la Fédération anarchiste uruguayenne, qui est dans le combat avec les Tupamaros, pour libérer leur pays. Et ils s'écrivent entre pro-guévaristes, contre-guévaristes. Et comme souvent, le mouvement va s'affaiblir de lui-même de l'intérieur. Voilà. C'est pour vous montrer la difficulté d'analyser Guevara. Qu'est-ce qu'on lit de lui? Qu'est-ce qu'on met en avant de lui? Alors, autoritaire ou centraliste, c'est l'inverse. Hein. N'ayez pas peur, il me reste que 2 heures. Vous avez bu un peu le Knus Cultivé, alors vous allez attendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Antoine, il le sait, il a en plus ramené de l'eau, mais bon, alors, je essayais d'être un peu rapide. Excuse-moi, Michel. Oui. Il y en a pour 2 heures, non? Oui, oui. Non, j'ai peur qu'on ait froid, là. Même aux 5 minutes, ça ne pas pour longtemps, parce qu'il y a donc on fait un peu de plus compliqué. C'est parce que Guevara faisait lui-même des trucs que moi je veux faire. C'est l'action, c'est attention à ce que il y a pas de chance chez moi qui double. Non seulement que je fais la technique, je fais le feu, je suis au service après-vente, vous allez voir. Ah, il y en a assez. Merci. Merci. Bon, alors, autoritaire et centraliste. Donc, au sens propre du terme, c'est pas un anarche, ça c'est clair. C'est un marxiste-léniniste très orthodoxe, je suis déjà très largement revenu là-dessus, je ne vais pas développer. Voilà, c'est un léniniste. C'est comme si les 50 années passées depuis la révolution russe n'avaient pas eu portée sur les révolutionnaires marxistes latino-américains. Il va les représente très bien. Pro-soviétique au début. Alors la date jusqu'en 63, 64. Pro-chinois, pro-coréen après. Stalinien toujours. Voilà. Stalinien toujours. Ça c'est que j'ai découvert par mes lectures, par les textes et les derniers éléments qu'il a. C'est pas neutre d'avoir les ouvrages de Staline dans son cabas, quand à côté t'as un cigare et puis t'as les chargeurs de mitraillettes, quoi. Ça veut dire que s'il l'a jusqu'à la fin, c'est qu'il pense. Il n'y a pas d'autre alternative. Il le dit d'ailleurs, il écrit, quoi. Celui qui n'a pas lu les 14 livres de Staline n'a pas le droit à être socialiste, enfin c'est ahurissant comme ça. Ça c'est l'aspect qui est vraiment terne de Guevara. Et surtout, il applique, quoi. Étatisme absolu. Voilà, l'étatisme, on décide, on a le pouvoir, on fait. Pas de scrupules. S'il faut tuer les adversaires, on le fait. S'il faut fusiller, on le fait. Il va à l'ONU un coup, il dit oui, on a fusillé, on va continuer à fusiller, on le va faire jusqu'au bout, quoi. Il assume. Alors, il y a la provocation de Guevara par rapport aux autres, hein, qu'il faut toujours avoir en tête, mais il assume, quoi. Il est pour la mise au point des syndicats et le refus des grèves, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à accepter. Donc, il a surtout une méconnaissance totale du marxisme-mérite. Alors, il faut savoir, pour vous remettre dans le cadre des années 50-60, que l'URSS, pays socialiste, ça a fait long feu. Les intellectuels, ou ceux qui pensent encore que c'est un pays socialiste, c'est les vendus, c'est Aragon, c'est Luard, c'est les pourris, qui sont passés du côté d'un régime qui sont, je le dis, volontairement provocateurs. Hein. Voir les ouvrages d'Aragon en 53 avant la mort de Staline, c'est agressant, quoi. On présente encore un personnage comme quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui sait et qui, c'est l'absolu noble, quoi. Par contre, beaucoup, dans les milieux critiques, dans les milieux militants, ont compris que ça allait pas, ce qui se passait à l'Est. Ils savent. Quand on voit les révoltes de 53 vers l'Est, quand on voit les révoltes de Hongrie ou de Pologne de 56, quand Castro, il va soutenir l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 68, bon, on a envie de dégueuler, quoi. Donc, il y a un tas de mouvements à travers le monde qui remettent en cause cela. Soit dans le cadre du marxisme traditionnel critique, toute la nébuleuse trotskiste, par exemple, hein, soit du côté des nouveaux pays socialistes, des maoïstes,
soit du côté de ce que j'appelle le marxisme hérétique, qui est pour moi le plus sympathique, qui se pose des questions sur le rôle du parti, le rôle de l'État, qui renoue avec les grands critiques des années 18-20, comme Rosa Luxembourg, par exemple, qui a dénoncé le bolchevisme comme une caricature du socialisme, et comme un pouvoir autoritaire ou fascisant au profit du parti. Quoi. Et Rosa Luxembourg, avant d'être assassinée en 19, qui dit ça, quoi. Elle a une analyse hyper lucide. Elle est toujours marxiste, hein. Elle n'est pas anarchiste du tout, mais elle le dit. Et lui, il connaît ça. Et mon copain Romain, qui a écrit tellement sur Guevara, des dizaines de bouquins, ça lui déplaisait que je disais ça parce que lui, il aime bien les marxistes. Il dit, c'est vrai, t'as raison, il n'y a aucune trace de connaissance de ceux qui ont un jour ou l'autre critiqué Gorter, notamment, ceux qui connaissent Karl Korsch et compagnie, qui sont Pankök, Gorter, ça vous dit rien. C'est ceux qui proposent un communisme des conseils, un communisme communaliste, comme René aimerait bien. Hein. Ils essaient de trouver dans le marxisme d'autre chose que l'État et le pouvoir. Quoi. Et là, il connaît pas l'anarchisme. Visiblement, on a dans les ouvrages qu'il cite partout, j'ai cherché, il y a quelques libertaires qu'il a lus. Il a lu par des penseurs que vont un peu l'Anatole France du début, il a connu ça, il a lu, il connaît, comment ça s'appelle, non, je ne vais pas trouver, je ne vais pas chercher. Il a lu, je crois, le seul ouvrage vraiment anarchique qu'il a lu, il y a un Kropotkin dans sa liste. Voilà. C'est tout. Ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'il a une méconnaissance d'une grande partie du mouvement ouvrier. C'est d'autant plus grave, je vous le dis tel que le mouvement ouvrier principal de l'Argentine, son pays, est libertaire jusque dans les années 30-40. Maximum, l'essentiel, prioritaire. La FORA, la Fédération ouvrière de la région argentine, c'est dominant. Donc il a forcément connu Rosario, le pays de Guevara, de sa famille. On l'appelle la Barcelone de l'Amérique latine. On l'appelle la Carrare de l'Amérique latine. Carrare, je vais vous le dire, vous voyez, libertaire du mouvement ouvrier. Barcelone, c'est le capital de l'anarchisme international. Il connaît, il sait ça. Sa mère s'est coltinée à défense des républicains espagnols. Et ça, cet aspect-là, eh bien, il en parle pas. Quoi. Voilà. Donc là, ça veut dire que s'il n'en parle pas, c'est volontaire. Parce qu'il le connaît. Forcément, de par la vie de sa famille. Un drame épouvantable que je vais vous dire, quand Lister arrive à Cuba, c'est Guevara qui le reçoit. Alors Lister, c'est commandant de la principale division des républicains communistes de la guerre d'Espagne. Lister, c'est la guerre d'abord, la révolution, on s'en fout. Et Lister, c'est le ravage, René, tais-toi, n'écoute pas, les collectivités anarchistes d'Aragon. Et au nom de la guerre d'abord, le général Lister, il va détruire toutes les collectivités anarchistes ou libertaires qui existent, il y en a des milliers dans le pays. Donc, il accueille un héros, quoi. S'il avait une volonté de dire, attends, Lister, ça nous connaît, je vous rappelle quand même qu'un des conseillers techniques de la guérilla à Cuba, qui sera aussi conseiller technique des Tupamaros au Uruguay, c'est Guillen, Abraham Guillen. Abraham Guillen, c'est le théoricien de l'autogestion, c'est un anarchiste d'Espagne. Il a participé au combat en 1936 et qui, de l'exode à Cuba d'abord et en Uruguay ensuite, continue à écrire sur la théorie de la révolution. Et donc, l'autogestion aujourd'hui, là, on parle d'autogestion, d'autonomie, c'est durée, c'est pas connu par les Cubains. Quelques conseils de délégués qui n'ont qu'un pouvoir, comme les conseils de surveillance de l'État aujourd'hui, qui n'ont qu'un mot à dire. C'est tout ce qu'on trouve à Cuba. Or, c'est pas par méconnaissance, c'est parce qu'il a fait un choix. Pourquoi je dis ça? Là, il a mis le Ben Bella, qui tente l'autogestion en Algérie. Donc il sait ce qui s'est passé avec la prise par les Fellas de pas mal de terres en Algérie. Il connaît l'autogestion industrielle, il n'en tient pas compte. Il connaît la Yougoslavie de Tito, parce que Tito, dans les non-alignés, est un de ceux sur lesquels Guevara va s'appuyer, donc il connaît bien cette réalité-là, et il ne va pas s'en inspirer non plus. Donc son choix idéologique reste fermé jusqu'à la fin, soit par méconnaissance, soit par volonté et occultation de sa part, de tendances nouvelles de l'époque qui pourtant font vachement vibrer
Ce que je vous rappelle quand même, il n'y a qu'à revoir Socialisme et Barbarie, des revues les plus prestigieuses des années 50, en termes de recherche sur le socialisme. On est pendu à ça, quoi. On lit ça, on regarde ça, et lui non. Donc il y a cet aspect-là. Et ce qui est terrible, c'est que cette vision idéologique unicentrée de Guevara, il va l'appliquer contre les partisans de gauche de la révolution cubaine. Ça, c'est un aspect qui est, à mon avis, dramatique. Dans toute révolution, ça se passe ainsi, mais ça ne nous excuse pas pour autant. La révolution cubaine en 57, 58, 59, elle est pluraliste. Elle est autant urbaine que rurale. Elle est autant libérale dans le sens du bon du terme, pas dans le sens économique, que étatique. Le PC à Cuba est minoritaire, il n'a pas de prise. Le PC orthodoxe traditionnel stalinien. Les révolutionnaires, même au sein du mouvement du 26 juillet de Castro, sont dans une pluralité incroyable. Or, dès 59 la prise du pouvoir, règne les anarchistes, les libéraux du socialisme, les socialistes alliés, ils finissent en taupe dans l'exil. Et ça, c'est le drame de Cuba, ils sont cinglés. Ils se privent eux-mêmes de la richesse et du pluralisme qui est leur, et Guevara, il n'est pas trop. Camillo Cienfuegos, l'autre barbudos célèbre, j'ai un bouquin sur lui, là, je ne sais pas d'où, qui est fait par un ami. Voilà. Camillo Cienfuegos, écrit par Carlos Ronchi. Carlos Ronchi, d'ailleurs, ça, c'est un grand bonhomme. C'est un copain de la Révolution, celui qui lance les grands ouvrages de l'époque. Il finit dans les Italiens, Carlos Ronchi, alors que c'est un ami de Nietzsche au départ. Mais quand il est soumis à Oukaz à procès, il n'est pas défendu. Camillo Cienfuegos, curieusement, c'est le grand rival de l'époque, meurt dans un accident bizarre d'avion au moment de la prise du pouvoir. On a toujours sur ce personnage, sur sa mort. Il était une fois, je ne sais rien. En tout cas, ce qu'il incarne, on n'en veut plus. Il est dangereux, bien plus populaire que Guevara. Il est sur une idéologie différente, plurielle, et il disparaît. Les grands leaders de la Révolution qui pouvaient faire obstacle, je pense à Hubert Matos, par exemple, un des grands leaders de l'époque, il finit en tôle condamné à 20 ans. Il a plus d'impact et d'ampleur que Dona Guevara en termes politiques de l'époque. Il y a une élimination terrible. Alors, certains vont se sauver, ils ne vont pas tous pâlir dans les camps, mais les camps existent à Cuba. La plupart vont à Miami. Miami, happé par le système impérial états-unien, le capitalisme. Ils vont être coupés de tout. Hein. Mais il y a une épuration telle que l'a connue l'URSS dès 1917. Je vous rappelle quand même que quand Lénine prend le pouvoir en fin décembre 17, la première grande institution de pouvoir, c'est la Tchéka. Hein. Voilà, c'est la police politique. C'est quand même une atrocité, ça. Ça n'enlève rien au combat, au mouvement, à ce qu'ils ont mis en place et changé, mais ça pose quand même des sacrés problèmes. Et on épure d'abord les siens parce que c'est les plus dangereux. La révolution dévore ses propres enfants, hein, c'est la révolution française. C'est pas ni la russe, ni. Et donc, ça c'est un des aspects. Voilà. Et surtout, ce sectarisme qui porte négativement ses fruits fait que Cuba, effectivement, n'a pas appliqué ce qui pourrait faire rêver en termes de socialisme. La démocratie socialiste, la vraie, celle qui repose sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur le droit de critique, sur la possibilité de s'exprimer, de tenter différemment, sur expérimenter, toutes celles qu'on propose aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai cette formule, c'est Besançon. J'ai pris volontairement chez lui pour ne pas me faire accuser des tournements idéologiques comme eux. Mais c'est vrai que là, il y a une connaissance de quelque chose qui échoue. Le mythe, voilà, il passe la réalité. Alors, j'ai une deuxième page rapide, je ne sais pas si je vais dans le bon sens, ça serait mieux. Parce que là, je vais aller vite là-dessus. Là. Après, on peut critiquer les aspects. C'est un chef militaire bizarre, il paye de sa personne, il impose des choses en interaction. L'armée est une armée rigoureuse avec exécution, mise au pas, rééducation. Voilà. C'est pas très libertaire. On peut comprendre qu'une armée, c'est peut-être pas ça, mais ça, on ne peut pas utiliser ça pour en faire un beau cadre. Le fauquisme. Alors, le fauquisme, c'est la théorie guévariste de la Révolution. Le foco, c'est le foyer en espagnol. Et l'idée de Guevara, c'est de dire on va l'emporter en faisant une sorte de coup d'État à partir de la campagne. On va créer un foyer de révolution dans un petit coin. On va essayer d'y amener les paysans. Mais l'essentiel, c'est l'aspect militaire.
Or, ça, c'est ahurissant pour quelqu'un qui est présenté comme un socialiste. Parce que si on n'amène pas le peuple dans une révolution, on fait comme les militaires ou les caudillos latino-américains, on prend le pouvoir par la force. Et donc, ça met en cause l'essence du socialisme dans sa pensée. C'est reproché à l'époque, c'est plus proche de ce que j'appelle le blanquisme. Blanquisme, c'était le grand enfermé du 19e siècle en France. Il a tellement fait d'essais de révolution, d'insurrection, qu'il a passé 35 ans en tôle, donc on l'appelait l'enfermé. Parce qu'il essayait justement de bousculer les choses par une politique insurrectionnelle. Il s'en foutait s'il était suivi ou pas, il fallait prendre le pouvoir ici ou là. Et Guevara, là-dessus, sur le plan idéologique, si on peut faire une analyse en termes de socialisme, il est dérangeant. Par exemple, il ne s'occupe pas des travailleurs des villes. Le socialisme, souvent, a été ouvriériste dans le mauvais sens du terme, en mettant les ouvriers au premier plan. Le marxisme, on l'appelle le mythe, les prolétariats rédempteurs. Lui, il s'en fiche un peu, quoi. Là-dessus, il n'est pas marxiste. Hein. Et ça lui a été beaucoup reproché par la suite dans les mouvements révolutionnaires, parce que tous les foyers qui se sont implantés ici ou là, parfois ils ont réussi militairement quelques fois, mais après, sans implantation ailleurs, ils ont été écrasés les uns après les autres. Et il n'a jamais touché le peuple tel qu'il le souhaitait. Donc c'était une vision exportée vers les mouvements populaires, qui n'a rien à voir avec le socialisme. Donc, vous voyez, parler du fauquisme, c'est pas rien. C'est vraiment une vision idéologique des choses. Le fauquisme, c'est lui qui le développe avec un personnage que vous connaissez, peut-être, qui est un médialogue aujourd'hui connu, qui a écrit beaucoup dans Mediapart, encore parfois quand il l'a vu, c'est Régis Debray. Voilà. Régis Debray, bon français, qui est dans la guérilla de la faim, un peu par la force des choses, il n'a pas pris le dit, mais il n'a pas le choix, il est poursuivi aussi. Il a arrêté, il dit Guevara, mais c'est pas une dénonciation, tout le monde sait où il est. Il n'a pas trahi, il n'a pas été torturé non plus, mais il a été battu, assommé. Il en est revenu un peu de vrai, mais à l'époque, la révolution de la révolution, c'est le tropisme qu'il essaye de développer. Beaucoup de mouvements sud-américains vont le faire, ils vont tous échouer. Ceux qui ont réussi en Amérique latine, au moins momentanément, c'est ceux qui ont eu à la fois mouvement urbain et mouvement ruraux. Je pense aux sandinistes au Nicaragua, un certain temps, ou ceux qui étaient vraiment implantés dans une communauté rurale très forte, comme par exemple le Chiapas, les néo-zapatistes, où là, ils sont implantés dans un milieu qui n'est pas. Ils n'ont pas fait de l'insurrection, ils ont fait une vraie révolution populaire. Un homme d'État autoritaire centraliste, je suis déjà venu. Un juge, un exécuteur intransigeant, je l'ai dit, il assume. Il assume les tribunaux expéditifs, il assume les exécutions, il assume les camps. Voilà. Donc ça, c'est effectivement pas libertaire du tout. Il refuse la torture quand même. Il met des avocats quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. Je vous donne l'essentiel là pour le débat. Hein. Ça n'en fait pas un monstre. Hein. C'est pas un monstre. Je vous montre que le mythe est surfait. Quoi. Voilà, c'est ce que moi je pense profondément. Donc il a accepté pas mal de choses. Sur le plan aujourd'hui de la critique par rapport à l'économie, c'est un centraliste traditionnel, c'est un productiviste traditionnel. Il faut produire, il faut tout régimenter, il faut que les ouvriers soient les soldats de la production et non pas des hommes autonomes. Ah, c'est le pire du camp du socialiste. Il a reproduit. La morale sexuelle, bon, bah là, il a pas mal de choses sont faites là-dessus. Donc, sa position par rapport au machisme, par rapport aux femmes, c'est un beau gosse, il faisait bien, il traitait les femmes peut-être pas très bien, mais par contre, ça a été, par rapport à ses enfants, tout ça, un personnage de grande qualité. Mais vous savez, Proudhon, il adorait sa famille, c'est un salopard sur le plan des femmes. Hein, voilà. Donc, comme quoi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est ça. C'est le problème des homosexuels qui est plus chiant. Il en connaissait, il n'a rien fait pour les défendre. Après lui, ça s'est généralisé. Vous savez qu'à Cuba, les homosexuels, comme sous le nazisme, fait partie d'une famille en masse. Donc ça, c'est un des aspects. Bon, on ne va pas les mettre sur le dos, ça, mais il ne l'a pas contré, si vous voulez. Il y a des choses qu'il n'a pas contrées, qu'il aurait pu, à la place où il était, il aurait pu faire respecter. Il a accepté que ses amis Francky, donc Carlos Francky, le Walter, passent dans les camps. Il a accepté que. Voilà. Hein. C'est comme quand on présente Éluard comme un grand bonhomme de la liberté, puis il ne lève pas le petit doigt quand il sait que ses copains surréalistes chèques finissent dans les camps. Ça, pour moi, c'est des gens qui sont pas bien. Donc, je finis sur une mauvaise note en disant que ce n'est pas la seule. Hein. Alors, j'essaie de faire un petit bilan, comme ça, je ne prendrai pas 2 heures, mais seulement 2 heures et demie. Le bilan, il est
Il est assez simple. C'est un personnage charismatique. Un personnage charismatique. C'est un personnage qui a des aspects sympas, spirituels, complexes. Il touche à tout. Il est présent, il est provocateur, il ne respecte rien. Ça plaît bien aux générations des 60s, ça. Il incarne bien ça, cet aspect décapant. Hein. Et puis le fait qu'il ne s'accroche pas au pouvoir, qu'il le rejette, qu'il dénonce la monnaie, qu'il dénonce les privilèges, voilà. Ça aussi, c'est dans les Renaissance. C'est des aspects qui ont fait du mythe quelque chose de valide, d'important. Hein. C'est pas que la caricature. Le mythe, par contre, voilà, il s'est développé vite. Alors, moi, j'ai mis mythe nécessaire, c'est ce que pensent beaucoup, parce que sa personne, son image, a transcendé l'individu qu'il a été. Beaucoup s'en sont saisis, dans un bon sens parfois, dans un mauvais sens parfois. Mais en aucun cas, c'est pas un libertaire. Et je ne pense pas que ce soit un vrai libérateur, comme je l'ai mis dans mon introduction. Alors, je vous dis ça pourquoi, c'est un hommage à un marxiste-léniniste pur et dur. Il m'a écrit 3 pages que j'ai reçues la semaine dernière, c'est marrant, parce qu'il ne savait pas que j'intervenais là-dessus, mais il est tombé sur mon texte sur le net, sur Guevara, que j'avais fait à Sévignan, en Sicile. Il me dit, Michel, je suis marxiste-léniniste, j'ai participé, je suis portugais, j'ai participé à la révolution des œillets, j'étais un pur et dur, on a fait le foquisme chez nous, dans la Laniteo, dans le sud, dans la Lanitajo, le sud du Portugal. Pour moi, Guevara, c'est le marxiste. Tu dis libérateur de quoi? Alors, j'ai dit, ben, j'ai pris libérateur, au sens latino-américain, libertador, celui qui abat la dictature en place. Quoi. Il me dit, oui, mais il est libérateur là-dessus, mais il reproduit les mêmes choses. C'est-à-dire que si il détruit un pouvoir totalitaire, on va dire, pour en créer un similaire sous notre idéologie, on n'a pas changé les choses sur l'émancipation humaine. Donc il dit, il faut que tu changes. Donc c'est un hommage à ce portugais de la révolution des œillets que j'ai mis cette balle. C'est marrant, c'est étonnant. Le net, souvent, permet des rapprochements, des moments forts. Les 3 pages, je vous envoie à qui le veut, ça, parce que ça régale, mais qui raconte toute son histoire, toute sa militance. Et puis toutes ces réflexions sur cet aspect-là, donc il contestait fort chez moi. Et puis un autre aspect chez lequel c'est celui-là qui m'a le plus important. Voilà, donc un personnage qu'on aime bien, Guevara, il a tas de trucs. Hein. Pour lui, j'en fais pas une religion, je le prends pour ce qu'il est. C'est pas un anarchiste, mais c'est quelqu'un qui quand même fait évoluer les choses. Par contre, il est vraiment très traditionnel dans l'idéologie, quand on creuse ses textes, il n'est pas novateur. Il l'est pas. Et il a cautionné le pire, donc le soviétisme, le maoïsme, dans une époque où on est en train de critiquer ces méthodes-là. Donc il n'est pas en avance sur son temps sur cet aspect-là. Donc en gros, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Hein, voilà les photos du personnage. Là, il est Camilo Santiago à droite, Castro au centre. Voilà, c'est un enjôleur. Voilà. Il plaisait bien aux dames, pareil. Mais je crois qu'il y en a qui l'aiment bien. Et puis, si vous voulez approfondir, vous pouvez. Il suffit que vous alliez voir sur mon site, c'est pas trop difficile. Acracy.eu, je l'ai mis là-dessus. Et il y a 2 endroits où vous pouvez trouver des trucs sur Cuba et Pinochet, notamment dans un texte sur les mouvements révolutionnaires. Ne prenez pas des notes, ça, Antoine peut vous le donner si vous avez envie. Et puis, si vous voulez rechercher, c'est pas trop difficile, vous tapez Michel Anthony et Utopie. Sur Google, vous allez immédiatement tomber dedans. Vous trouverez. Et donc, le gros analyse que j'ai fait sur Guevara, elle est dans le gros fichier que j'ai mis là. Ça s'appelle Les grands mouvements révolutionnaires à travers le monde. L'analyse de la révolution russe, la révolution espagnole, mais aussi Toulouse, 68. Il y a toute la vague latino-américaine et forcément une bonne trentaine de pages sur Che Guevara en donnant des exemples plus nombreux que je vais donner pour expliquer ça. Voilà. Là, c'est à vous de poser des questions. Si vous en avez envie, je vous écoute.